Bien, merci, merci. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Dmitri Muratov, donc rédacteur en chef de Novaya Gazeta, un journal russe, et je dirais même le journal le plus grand, le journal le plus indépendant en Russie. Ça fait 20 ans que nous suivons les travaux de Novaya Gazeta, et c'est vrai qu'il fait toujours des reportages et joue le rôle de sentinelle. Alors, Novaya Gazeta enquêtait sur la corruption, les abus de droits humains, fraude électorale, violence policière, autres abus de pouvoir dans le pays ou un pays où les médias ne peuvent plus travailler. Depuis l'an 2000, au moins 5 des journalistes de Novaya Gazeta ont été assassinés, Anna Politkovskaya étant probablement la plus connue. Dimitri, bienvenue à vous. Bienvenue à ce webinaire. La première question que j'aimerais vous poser est la suivante. Bon, vous êtes vous-même journaliste, hein, vous continuez bien sûr bien d'exercer votre profession comme bon nombre de nos participants. Alors, comment vous sentez-vous? Ça fait quoi de recevoir le prix Nobel? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Avec le micro, s'il vous plaît, Monsieur Muratov. Alors, très franchement, je me sens comme si je devais continuer mon travail. Voilà. Vous voulez dire quoi? Rien ne change? Vous continuez à vous réunir avec l'équipe de rédaction? Eh bien, merci. Oui, pour l'instant, en fait, je suis à Samara, près de la Volga. Je suis venue visiter des amis. Justement, la station de radio Echo de Moscou, ici à Samara. Alors, eh ben, ce que j'ai compris, c'est en recevant ce prix Nobel de la paix, c'est que j'ai encore plus de travail qu'avant parce que maintenant, à Novaya Gazeta, tout le monde, y compris moi-même, nous recevons des centaines de courriels. On nous demande de l'aide, par exemple, pour avoir accès à des médicaments. On nous demande de l'aide pour aller aux tribunaux parce que les gens ont des problèmes pour avoir accès à un logement, pour aider les enfants qui sont malades. Donc, en fait, ce prix Nobel, voilà, qui a ouvert toute une nouvelle voie pour mon travail et j'en suis très heureux, très franchement. Eh bien, félicitations, dit David Kaplan. Alors, vous êtes devenu véritablement une icône pour le journalisme international et pour les journalistes. Alors, c'est vrai que d'habitude, lors de ces webinaires, il y a une bonne cinquantaine de journalistes de 50 pays différents qui nous rejoignent. Voilà, c'est l'occasion pour vous, effectivement, de vous adresser à la communauté de journalistes dans le monde entier, en particulier pour les journalistes d'investigation. Eh bien, je voulais vous dire, dit Monsieur Moratov, merci beaucoup pour cette occasion que vous me donnez parce que, vous savez, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. D'ailleurs, j'ai contacté le bureau de la radio locale, Echo de Moscou, et c'est vrai qu'ils m'ont permis également d'utiliser leur studio pour participer à ce webinaire. Eh bien, vraiment, c'est une occasion en or pour moi de m'adresser à tous ces journalistes qui nous sont rejoints. Mais c'est tout à notre honneur, dit Monsieur Kaplan. Alors, vous avez dit lors de votre discours devant le comité Nobel, eh bien, le prix d'aujourd'hui va à la communauté mondiale des journalistes d'investigation. Vous avez voulu dire quoi? Mais c'est vraiment le cas, répond Monsieur Moratov. Vous savez, les gouvernements, les autorités doivent entendre les gens. Et je crois que le journalisme d'enquête, d'investigation, les enquêtes que nous menons, eh bien, c'est vraiment une mission. Et c'est probablement la mission principale que nous devons assurer dans le monde aujourd'hui. David Kaplan. Alors, c'est vrai que dans votre discours, vous avez terminé votre discours d'acceptation du prix en disant que les attaques croissantes vis-à-vis des journalistes, eh bien, c'est une attaque sur la liberté de la presse, mais c'est aussi une attaque vis-à-vis de la démocratie et de l'état de droit. Vous êtes en première ligne, justement, en Russie. C'est quoi votre message au reste des journalistes au niveau mondial, à la communauté des journalistes au niveau mondial? Eh bien,
C'est vrai qu'on est en train ici de parler de professionnels qui sont brillants. Je n'ai rien à leur dire. Mais par contre, je crois que nous devons nous mettre d'accord pour lancer des actions coordonnées parce que en tant que professionnels, nous devons agir ensemble. Et voilà, justement, j'essaierai de vraiment réitérer ce message aujourd'hui autant que faire se peut. Gabi? Oui, alors vous avez dit qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment peut-être, vous avez l'impression d'avoir un nouvel emploi, vous devez gérer toutes ces demandes. Effectivement, effectivement, dit Dimitri Muratov. Gabri, bah, vous allez peut-être changer un peu vos modalités de travail, vous allez demander de l'aide, vous allez gérer comment toutes ces demandes qui vous arrivent? Eh bien, merci, merci pour cette question. Oui, alors moi, très franchement, j'aurais besoin d'un vrai call center, d'un centre d'appel qui soit mis à notre disposition pour répondre à toutes ces demandes que les gens nous envoient. Et d'ailleurs, je suis en train de créer justement ce centre d'appel. Alors, c'est vrai, je viens de rentrer, mais la prochaine fois, ben, c'est quelque chose, une tâche à laquelle je vais m'atteler. Très bien, je crois que ce sera très intéressant. Mais ce serait pas mal que vous nous aidiez aussi à créer ce centre d'appel, Gabi. Eh bien, on peut en parler après. Est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de comment Gazeta Novaya est organisée? Est-ce que c'est une coopérative? Comment les journalistes travaillent-ils ensemble? Est-ce que vous faites appel, par exemple, aux dons, au crowdfunding, comme on dit, c'est-à-dire à la financiation, le financement participatif? Comment vous débrouillez-vous au quotidien? Merci. Alors, justement, là, je m'adresse à mes collègues, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je voulais leur dire tout d'abord que j'admire tous les journalistes. Je vous admire, mesdames et messieurs. J'aurais peut-être 2 questions à vous poser, chers collègues. Première question. Alors, durant mon discours devant le comité Nobel, moi, j'ai dit que nous voulons effectivement, j'avais lancé une proposition, j'avais dit que je voulais effectivement instituer un tribunal international contre la torture. Vous vous souviendrez de cela. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que dans les prisons, dans plusieurs pays, partout dans le monde, la torture a cours et c'est horrible. En Russie, d'ailleurs, c'est une pratique tout à fait courante, pour horrible qu'elle soit. Et toutes celles et ceux qui veulent rejoindre ce tribunal international contre la torture, contactez-moi, s'il vous plaît, par courriel. Envoyez-moi un email et je vais créer alors un chat, une salle de conversation pour dénoncer la torture. Allez-y, allez-y, David. On parle de quoi? En fait, d'une institution constituée de journalistes d'investigation. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est l'idée en fait? Je vais essayer de vous expliquer. En fait, il y a un tribunal international ou une cour internationale des droits humains. Il y a des tribunaux internationaux qui s'occupent de crimes de guerre. Souvenez-vous du procès de Nuremberg là, en 1945-46, hein, concernant justement les crimes de guerre perpétrés par les nazis. Moi, je demande la création d'un tribunal international pour justement eh bien, poursuivre ceux qui torturent les gens en Russie et ailleurs. C'est clair? Oui, c'est clair, dit David Kaplan. C'est une initiative de défense des droits de l'homme ou des droits humains. Effectivement, effectivement.
Ce que je veux faire, eh bien, c'est qu'il y ait une initiative mondiale à cet effet et qu'il y ait une initiative qui nous permette de recueillir des informations sur les cas de torture un peu partout dans le monde. Question d'avoir un livre blanc sur la torture qui pourrait être envoyé ensuite à une cour internationale contre la torture. C'est clair? Vous avez besoin d'autres explications, David Kaplan? Alors oui, est-ce que la première étape, ce sera entre les mains des journalistes ou vous voyez peut-être un effort plus pluridisciplinaire? Vous parlez d'une approche pluridisciplinaire, David Kaplan. Oui, mais si vous aviez les ressources aujourd'hui pour lancer ce projet, ça ressemblerait à quoi? Est-ce que vous voulez que ce soit des journalistes de tous bords qui unissent leurs efforts ou des enquêteurs des droits humains spécialistes en criminologie, etc. Oui, alors ça doit commencer en tant qu'initiative entre journalistes. Et le réseau justement des journalistes d'enquête devrait y participer. Le GIGN devrait y participer parce que c'est très, très important. Vous savez, les personnes sont torturées partout dans le monde. La torture, en fait, reste en dehors de tout processus de justice. Moi, je veux vraiment faire aboutir cette initiative contre la torture. Gabi? Alors, ça, c'est une question que tout le monde continue de vous poser, hein, et c'est quelque chose aussi qu'on pose beaucoup dans la question-réponse ici. Comment continuez-vous à travailler? Comment faites-vous pour continuer à travailler malgré toutes les pressions, les menaces? Je ne sais pas. Vous devrez en fait poser la question à Poutine, à vrai dire. Et vous pensez quoi? C'est une question qu'il faut poser à Poutine. Dimitri, on ne veut pas de secret professionnel, mais on t'a appelé déjà, qualifié déjà de grand négociateur et tu as toujours fait en sorte que toi et tes collègues surviviez dans un environnement très difficile. Alors, je pense qu'on pose cette question parce qu'on a des personnes du public qui viennent de pays comme l'Égypte ou qui viennent de Hong Kong, qui... Alors, pourquoi est-ce que Hong Kong est pertinent? Eh bien, parce que la liberté de la presse s'effiloche et les journalistes quittent Hong Kong et sont qualifiés d'agents étrangers. Donc, il y a des parallèles. Est-ce que tu as des conseils pour des journalistes qui sont dans des pays où la liberté de presse s'effrite? Alors, je dirais qu'il faut tenir le fort. Il ne faut jamais faire de compromis. Est-ce qu'il est possible de faire cela? Est-ce que c'est réaliste de pouvoir faire cela dans une société répressive? Non, évidemment, il y a des autorités répressives. C'est une certitude. Mais nous ne changeons pas notre comportement et nous respectons, nous observons nos principes. Ce sont les autorités qui doivent changer leur approche. Alors, si l'on veut poser une question de la sorte, il faut la poser aux autorités. Et... Non, alors nous, on cherche des conseils. Si, on peut poser. Non. Nous, on veut simplement pouvoir aider des journalistes à travers le monde. C'est la solidarité qui prime. Imaginez que Maria Ressa soit arrêtée aux Philippines.
Alors, moi, j'irai directement avec les membres qui m'ont épaulé lors de la réception de ce prix Nobel. J'irai aux Philippines pour témoigner de ma solidarité auprès de mes collègues. Il faut être là à leur côté. Il faut les épauler. Il faut être là à leur prison. Dimitri, on admire vraiment ton travail et on rencontre beaucoup de jeunes journalistes qui sont des jeunes reporters de terrain et ils veulent commencer à faire du journalisme d'investigation. Donc, toi, comment perçois-tu la nouvelle génération de journalistes? Comment vois-tu son évolution? Que fais-tu et que fait la Novaya Gazeta pour aider ces jeunes journalistes? Merci pour la question. Alors, dans un premier temps, en Russie, il y a toute une série de jeunes journalistes d'investigation de nouvelle génération. Nous avons notamment ceux de la Fashionable Story. C'est une ressource dans le pays. Et il y a également le fonds anticorruption. Et ça, ce sont des projets qui sont vraiment formidables. Mais quel est mon rêve? Quelle est mon aspiration? Et j'espère que l'on pourrait coopérer notamment avec le GIGN, avec des réseaux tels que vous. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, quelle est mon aspiration? Si je le puis, j'aimerais partager avec vous une de mes idées. Nous, journalistes d'investigation, ensemble, nous avons été en mesure de dévoiler de nombreux complots mafieux. Nous avons pu identifier des sommes faramineuses qui étaient versées en tant que pot de vin, qui étaient des sommes qui étaient dévolues à la mafia. Et où est parti cet argent? Moi, j'aimerais que ensemble, nous puissions tomber d'accord que cet argent qui est recouvré pourrait être versé à des organisations caritatives qui pourraient ensuite venir en aide à des jeunes adultes ou des enfants qui souffrent de maladies graves. Donc, il faut prendre l'argent à la mafia et le reverser à ceux qui peuvent en bénéficier. Mais n'hésitez pas à m'écrire un email, je ferai tout mon possible. Et je veux vraiment que l'argent que l'on recouvre, eh bien, puisse être reversé aux gens, tout simplement. Je pense que cela pourrait également être une fonction essentielle du journalisme d'investigation. Qu'en pensez-vous? Dimitri, on a bien compris que tu allais donner euh, l'argent que tu as gagné avec le prix Nobel à des organisations caritatives qui sont liées pour la majeure partie à tes activités de journalisme d'investigation. Pourquoi ces sujets te tiennent-ils tant à cœur? Peux-tu partager certains de ces points avec le public? Dimitri, tu peux voir ici à l'écran, eh bien, l'on voit ce sujet relatif aux enfants qui souffrent d'amyotrophie spinale. Merci. Mais aussi
le soignant dans les maisons de retraite ou les hospices. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et il y a aussi ici notre infrastructure avec des personnes qui souffrent de troubles neurologiques. Tu peux nous en parler. Pourquoi ont-ils touché toi et ton équipe à ce point, à tel point que tu es prêt à reverser l'argent du prix à ces organisations caritatives? Cela me paraît évident. Vous avez vu les photos. Vous les avez montrées, les photos. Il est impossible de rester les bras ballants sans rien faire. Il faut agir. C'est pourquoi nous avons donné l'argent du prix à ces organisations caritatives. Nous avons également reversé de l'argent à des organismes qui soutiennent le journalisme d'investigation, notamment la fondation Anna Politkovskaya. Voici ce qui s'est passé avec ce prix. Et est-ce que c'est clair? Évidemment, ce sont des causes justes. Et je me demandais pourquoi tu avais choisi ces éléments en particulier. Alors, ça nous a pris plusieurs années à enquêter sur ces enfants pour tenter de les sauver. Il s'agit tout simplement d'une attitude purement humaine de leur venir en aide. Mais bien sûr. Merci. Oui, on ne peut pas détourner le regard de ces personnes. Ils sont venus nous voir avec des enfants qui mouraient devant nos yeux. Et on était obligé de leur venir en aide. Est-ce un reproche? Alors, je ne sais pas s'il y a... voilà, on voulait également montrer que on était ensemble dans le même bar. Donc, je vais te poser euh, une, une autre question. Oui, oui, allez-y. Alors, le public demande pourquoi tu portes ce t-shirt. Oui, j'étais sur l'avion. Et oui, je suis un fan des Rangers de New York. J'adore cette équipe. J'adore le Madison Square Garden notamment. Et j'adore voir que certains supporters euh, euh, portent des maillots de couleurs différentes de ceux de leur équipe, mais je vois aussi qu'il y a des personnes qui témoignent du soutien envers différentes causes qu'ils soutiennent. Et j'aime voir que le hockey sur glace, notamment, peut parfois venir en aide à d'autres personnes. Il y a d'autres équipes que j'aime bien aussi, avec Alexandra Romadov qui est le coach. Alors, je ne connais rien au hockey, mais je vois qu'il y a une collection de crosses de hockey.
Oui, tout à fait. Alors, hier, j'avais une de mes plus belles crosses de hockey sur glace dans ma collection qui a été vendue hier à une vente aux enchères. Et il y avait cette vente aux enchères qui était organisée pour des personnes dans des instituts de neurologie. Et donc, c'est une crosse de hockey de Vladimir Petrov, qui est un joueur de hockey extraordinaire, et a été vendue pour 1,5 million de roubles russes, et je les ai reversés à cet institut qui s'occupe de personnes souffrant de maladies neurologiques. Bon, mais bien sûr, elle va me manquer cette crosse de hockey, mais j'étais content quand même de la vendre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres approches dans la vie qui te permettent de tenir le coup, de pouvoir vraiment poursuivre malgré des circonstances très difficiles? Alors, je ne sais pas comment je pourrais vraiment faire cela, mais je comprends bien que tout ce qu'on fait doit être en lien avec la prière. Tout à chacun a une prière différente. Ça peut commencer par Dieu, viens-moi en aide, mais moi, je pense que notre prière, elle est différente. Notre prière est la suivante. C'est plutôt Dieu, comment puis-je te venir en aide? Alors, oui, j'avais une question similaire. Dimitri, tu as un des métiers les plus difficiles dans une profession qui est déjà difficile. Je pense que tout type de conseils pourrait nous aider. Et toi, en tant que chef de file du journalisme d'investigation, quelles sont les meilleures façons de gérer le stress? Notre communauté de journalistes à travers le monde est exposée à un stress sans précédent. Et il y a tous ces problèmes habituels comme le harcèlement juridique, les menaces. Oui, vous avez raison. Merci de poser cette question. Alors, il faut absolument que nous connaissions le succès. Lorsque l'on rédige des articles d'enquête et que l'on ne voit pas les résultats escomptés, eh bien, on en souffre. Je sais que la vie d'un article débute suite à la publication. C'est après la publication de l'article, de la vidéo, qu'il prend enfin vie. Donc, il faut que nous ayons des résultats. Et si nous avons des résultats, eh bien, il n'y aura pas de douleur qui s'en ensuivra. Je le sais, j'ai vu quand Lisa Korpanova a réussi à percer le mur de la bureaucratie. J'ai vu comment Yuri Kudarov a réussi à mener des différentes enquêtes sur des régions protégées en Russie qui étaient détruites. Et
Je pense que les journalistes doivent travailler pour ensuite avoir un certain impact. Il faut qu'il y ait de l'efficacité. Il faut qu'il y ait des résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, eh bien, il y aura tout simplement un burn-out. Évidemment, tous les articles n'auront pas d'incidence forcément. Donc, parfois, il faut se demander si cela est suffisant de simplement faire état des faits et de tout simplement servir de témoin pour l'histoire. Oui, je suis d'accord. Vous avez raison. Votre question, votre clarification est tout à fait juste. Parfois, il faut tout simplement dire la vérité. Notamment lorsque l'on parle d'histoire. Donc oui, vous avez raison et nous tentons toujours d'agir dans ce sens. Dans votre discours d'acceptation du prix Nobel, vous avez dit qu'on a les conditions préalables au progrès. On est l'antidote contre la tyrannie. Dimitri, nous, chez IJN, on aime à penser que le journalisme d'investigation est du bon côté de l'histoire. Et que pour que les sociétés puissent aller de l'avant et prospérer, elles devront ménager un espace pour un journalisme qui pose des questions et qui fait valoir la vérité. Est-ce que c'est juste? Alors, le journalisme d'investigation, permettent de garantir les avenirs des différentes sociétés, l'avenir des différentes sociétés. Et ils permettent d'identifier la corruption. Et qu'est-ce que la corruption? La corruption, c'est l'apartheid, c'est s'emparer du futur des gens. Être journaliste d'investigation, c'est une des missions les plus cruciales de l'humanité. Car le journalisme d'investigation ne laisse personne s'emparer du futur de tous les citoyens du monde. Bien dit, bien dit. Gabi, tu as d'autres questions sans doute. Ça, c'est vraiment pour vous, chers amis, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Moi, je crois qu'il faut chérir le respect. Et je respecte, j'adore le journalisme d'investigation parce que vous savez, c'est vraiment un boulot énorme. Il faut travailler avec vos sources, avec vos bases de données sur le terrain. Euh, le journalisme d'investigation, ce sont des gens, des journalistes, des personnes qui vont peut-être, qui ne vont jamais recevoir un prix Nobel, mais ils sont la condition sine qua non de la survie de l'humanité. Gabi, merci. Une toute dernière question avant de passer aux questions posées par notre public. Si vous rencontrez un journaliste partout, quelque part dans le monde, qui se pose la question de savoir s'il veut faire du journalisme d'investigation ou peut-être faire autre chose, s'orienter vers autre chose, par exemple se spécialiser dans la culture, le cinéma, quelles seraient les 3 choses que vous lui diriez à ce journaliste ou à cette journaliste pour qu'il ou elle suive la voie du journalisme d'investigation? Eh bien, trois mots. Eh bien, voilà, travailler pour le mieux. C'est pas 3 mots, c'était 3 choses, j'avais dit, mais bon, trois conseils, dirais-je. Voilà, ben moi je dirais 3 choses. Changer le monde pour un mieux. Changer le monde pour un mieux. 3 choses. Voilà, Gabi. Oui, très bien. Ben, on va faire des t-shirts, dit Gabi. On va imprimer des t-shirts là-dessus.
Oh, un tatouage plutôt qu'un t-shirt, dit Dimitri. Pas un tatou temporaire, évidemment, hein, quelque chose qu'on pourra s'inscrire vraiment sur le bras, sur l'avant-bras. Voilà, changeons le monde pour un mieux. Ben, je vais vous laisser penser à cela, dit Monsieur Mouratif, hein. S'il y a d'autres questions, passons à elle et en revue parce qu'il ne me reste plus que 8 minutes malheureusement. Merci, merci. Je voulais simplement vous dire que lors de la prochaine conférence, eh bien, on aura justement un petit coin tatouage Muratov pour les journalistes du monde que nous allons accueillir. C'est parfait, dit Dimitri Muratov. Je vous cède les droits d'auteur. Gabi. Alors, ceux et celles qui nous regardent maintenant, qui nous regarderont plus tard, eh bien, si vous faites tatouer ce que M. Muratov vient de nous dire, envoyez-nous une photo, s'il vous plaît. Une question de notre public. Une dernière suggestion, si je peux me permettre. Un petit peu la formule des journalistes, justement, qui travaillent dans les années 60. Et vous savez, il faut avoir vraiment des liens entre les différentes générations. Voilà. On disait dans les années 60, eh bien, il vaut mieux faire quelque chose et le regretter plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. David Kaplan, vous voulez effectivement, vous voulez dire quoi avec ça? Vous parlez de cette mise en lien avec les générations passées. Euh, Qu'entendez-vous par là? Eh bien voilà, en fait, moi, je parle ici de quoi? Je parle de talent, de transmission de savoir, hein. Moi, ce que je dis, c'est que voilà, il faut vraiment que vous utilisiez votre talent et que vous ne le foutiez pas en l'air, littéralement. Alors, ne fichez pas en l'air votre talent. Nous ne sommes pas là pour être au service des gouvernements ni des autorités, hein. Voilà, une autre idée de tatou, nous dit, de tatouage, pardon, nous dit Gabi. Question du public. Est-ce que vous pensez que les médias indépendants doivent dépasser cette idée de l'exclusivité, d'être les premiers à justement diffuser une nouvelle? Est-ce que vous pensez qu'il faut effectivement collaborer davantage avec ceux qui dénoncent, par exemple, les tendances autocratiques? Oui. Et comment? Je crois. Je voudrais que tous les journalistes d'investigation puissent, à travers tous les réseaux des journalistes d'investigation, puissent travailler avec nous, avec moi, pour, par exemple, récupérer l'argent qui a été volé par la mafia. Récupérons cet argent, redistribuons-le aux gens, aux citoyens, aux personnes. Je l'avais déjà dit. Moi, je crois par ailleurs, vous savez, moi, je ne fais confiance qu'aux journalistes d'investigation. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, les journalistes, c'est les associations de journalistes d'investigation sont probablement les plus puissants au monde. Je voudrais que ces journalistes d'investigation, qui sont les personnes les plus puissantes au monde, comme je le disais, fassent autre chose aussi. Outre le fait de rendre l'argent volé, j'aimerais nous enjoindre de créer une encyclopédie, l'encyclopédie de la torture. Recueillons les cas de torture dans les différents pays, comment cette torture a cours, pour que cette encyclopédie puisse voir le jour en un an. Question que nous puissions mettre en commun notre connaissance du thème. Donc, rendre l'argent volé par la mafia et vraiment mettre à découvert tous les cas de torture dans le monde. David Kaplan. Autre question intéressante posée par le public. Alors, où trouvez-vous votre inspiration? Par exemple, vous menez à bien une enquête. Avant de commencer à travailler sur un nouveau projet, il y a toujours ce moment de battement où on cherche une nouvelle idée, une nouvelle histoire, une nouvelle affaire. Comment trouvez-vous tous, c'est votre source d'inspiration? Eh bien, je bois, mon cher ami, je bois. Et ça vous donne alors de l'inspiration? Dit David Claplan.
Oui, 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 je vais me prendre un petit verre avec mes amis. Ah, et vous buvez quoi exactement? De la vodka? Ben oui, oui, oui. Gabi, 3 minutes. Comment est-ce que les journalistes en dehors de la Russie peuvent-ils aider les journalistes en Russie? De quoi avez-vous besoin? D'argent, de collaboration, d'autres choses? C'est une question de notre public. Eh bien, merci, merci beaucoup. Ça, c'est la question la plus importante. Là, vraiment, vous me posez, à mon sens, la question la plus importante. Les journalistes, vous savez, sont chassés, sont poursuivis ici en Russie. On les force à partir. Galina Marachovska, par exemple, ne peut plus organiser de séminaires ni de conférences. Eh bien, moi, je crois que nous devons continuer à faire, par exemple, la chose la plus importante que tous ces journalistes ont commencé à faire. Et on doit travailler conjointement avec eux, avec ces journalistes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances, je le dis, je le répète, ne souscrivez jamais aux lois que l'on vous propose. Dostoïevski, qui est quand même considéré comme l'un des plus grands auteurs au monde, nous disait, eh bien, très, très tôt, très bientôt, on va vraiment, eh bien, vous reprocher d'avoir accepté des lois. Et pourquoi alors accepter que des lois soient adoptées qui n'ont aucun sens? Non, soulevez-vous contre ces lois. N'acceptez jamais ces lois. Est-ce que j'ai bien répondu? Je crois qu'il faut rester, eh bien, justement, en conformité avec ses propres valeurs. Merci, Dimitri. Alors, est-ce que le prix Nobel de la paix a changé la vie de Novaya Gazeta? Attendez, attendez. Qu'est-ce que je peux vous dire, dit Monsieur Muratov. Est-ce que ça va vous protéger, Muratov? Mais je ne sais pas. Oui, peut-être que ça va nous protéger davantage, mais peut-être que ça va nous ruiner la vie. C'est ça votre question? Eh ben moi j'espère que ça va vous aider ce prix Nobel, que ça va vous aider vous, ça va aider les collègues en Russie. Je ne peux pas répondre à cela, David. Je ne peux vraiment pas répondre. Je n'ai pas de réponse. Et merci, hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir posé cette excellente question, mais je ne peux vraiment pas y répondre, David. Bah, on verra. On verra comment les choses vont évoluer, dit David Kaplan. Merci en tout cas. On verra bien, David Kaplan. Oui, alors nous espérons que vous-même et toute votre équipe à Novaya Gazeta et tous nos collègues dans des médias indépendants russes, j'espère que vous savez tous et toutes que vous avez des amis, vous comptez des amis dans le monde. Merci, merci beaucoup. Encore une fois. Vous savez, moi, je n'accorde pas souvent des entretiens, mais je me sentais vraiment obligée de répondre à votre demande parce que c'est vrai que vous êtes notre soutien et nous travaillerons ensemble avec vous, David Kaplan. Eh bien, nous nous en réjouissons. Merci, merci beaucoup. Eh bien, désolé, c'est vrai que le public avait beaucoup de questions à vous poser. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu les passer tout en revue, mais restons en contact. Merci beaucoup de nous avoir concentré, évidemment, votre temps. Bonne chance pour le centre d'appel et on est là à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel, j'y répondrai en tout cas. Alors, cet entretien sera de toute façon
publié sur la chaîne YouTube de GIGJN. Vous pouvez également nous suivre justement sur Twitter. Encore une fois, un énorme merci à Dimitri Muratov qui a énormément à faire cette semaine et le fait qu'il nous pris le temps de nous rejoindre, c'est vraiment quelque chose pour lequel nous ne pouvons que le remercier. Merci à vous, dit Monsieur Muratov. Un grand merci à vous, notre public, et au revoir.